Bonjour les amis, si je devais faire un top 3 des livres les plus surcotés de l'univers, c'est à peu près sûr que je mettrais dedans L'Art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Alors déjà, au cas où vous ne l'auriez jamais vu, c'est un livre qui ressemble à ça. Alors après, je sais ce qu'on dit, c'est pas la taille qui compte, mais je pense aussi que ceux qui martèlent cette expression, c'est qu'ils cherchent un moyen d'assumer la toute petite taille de leur livre préféré. Plus sérieusement, je pense qu'il ne faut jamais avoir ouvert L'Art d'avoir toujours raison pour dire qu'il y a des choses intéressantes à en tirer. Et donc, je voudrais aujourd'hui qu'on en finisse avec ce vilain petit fascicule. Et pour ce faire, je vais vous donner les 3 pires stratagèmes que nous propose l'auteur pour nous permettre d'avoir raison. Et puis dans un second temps, je voudrais quand même qu'on se demande qu'est-ce qui a pu pousser un philosophe respectable à écrire quelque chose d'aussi mauvais. Et c'est important parce que nous ne sommes pas à l'abri de la vilaine mouche qui a piqué Schopenhauer. En troisième position, le stratagème numéro 19, qu'on pourrait qualifier de stratagème de l'ignorance totale. Donc je vous le lis. Si l'adversaire exige expressément que nous argumentions contre un certain aspect de son affirmation et que nous n'ayons rien de valable à dire, il faut se lancer dans un débat général et la contrer. Si nous devons dire pourquoi une certaine hypothèse physique n'est pas fiable, nous parlerons du caractère fallacieux du savoir humain et l'illustrerons par toutes sortes d'exemples. Ce que nous dit Schopenhauer, c'est que si on est face à un expert, donc disons un neurologue qui est en train de nous démontrer, étude à l'appui, que les écrans sont mauvais pour le développement intellectuel des enfants, eh bien ce qu'on peut faire pour le contrer, c'est un truc du genre « oui, mais les experts se plantent tout le temps, par exemple, à une époque, les experts étaient persuadés que la Terre était plate, on va pas se faire avoir encore une fois ». C'est tout pourri. En deuxième position, un stratagème encore plus moisi, et je vous le lis. Si nous nous rendons compte que l'adversaire s'est emparé d'une argumentation qui va lui permettre de nous battre, nous devons l'empêcher de parvenir au bout de sa démonstration en interrompant à temps le cours de la discussion, en nous esquivant ou en détournant le débat vers d'autres propositions. Bref, il faut provoquer une mutatio controversiae. Donc ce que nous dit ici Schopenhauer, c'est que quand notre adversaire est en train de bien faire son travail, quand il est en train de démontrer ce qu'il devait démontrer, il faut le parasiter, il faut l'interrompre, il faut changer de sujet. Mais le truc, c'est que ça, c'est ce que font spontanément les gens qui ne savent pas argumenter. Et donc, encore une fois, cet ouvrage, c'est le néant absolu. Et en première position, le pire conseil qu'on puisse donner à des gens qui apprennent la rhétorique, si l'on s'aperçoit que l'adversaire est supérieur et que l'on ne va pas gagner, il faut tenir des propos désobligeants, blessants et grossiers. Être désobligeant, cela consiste à quitter l'objet de la querelle, puisqu'on a perdu la partie, pour passer à l'adversaire et à l'attaquer d'une manière ou d'une autre dans ce qu'il est. Donc si votre adversaire est meilleur que vous devez lui dire « Hey, espèce d'énergumène, tu me fais penser à une version discount de Jeff Tuch ». Et tous les stratagèmes qu'on trouve dans ce petit livre sont aussi nuls que ça. Il faut donc qu'on se demande qu'est-ce qui a pu pousser un intellectuel sérieux à commettre un si vilain petit livre. Et j'ai envie de vous dire que c'est un peu ce qui se passe quand des philosophes parlent de la rhétorique. Si vous voulez, quand les philosophes se penchent sur la rhétorique, ça donne des choses qui sont soit tellement idéalistes que ça n'a plus aucun contact avec le réel, soit des choses tout à fait cyniques. Donc côté idéaliste, vous avez par exemple un auteur comme Habermas, qui a passé sa vie à réfléchir aux règles de discussion qui permettraient de garantir le triomphe du meilleur argument. Et donc si les humains étaient tout à fait honnêtes, si les humains n'avaient aucun orgueil, si les humains n'avaient aucun rapport de force, aucun conflit d'intérêts, si les humains avaient un accès total à la connaissance, eh bien, on arriverait à faire des débats où le meilleur argument sortirait gagnant. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans La La Land, les humains, ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts, il y a des rapports de force, et il faut savoir se défendre, il faut savoir garder la face. Et quand un philosophe qui a passé sa vie à construire un idéal daigne enfin se confronter aux humains tels qu'ils sont et à l'argumentation telle qu'elle est, eh bien, il peut déchanter. Et ça nous donne un truc comme le livre de Schopenhauer, parce que si vous lisez la préface, Schopenhauer est très clair. Pour lui, vu que les humains sont irrécupérables, eh bien, autant essayer de gagner par tous les moyens, quitte à s'asseoir sur l'éthique. Mais le pire, c'est qu'en plus d'avoir une position qui est intenable pour un honnête homme, les moyens que nous donne Schopenhauer pour avoir toujours raison, c'est mauvais, c'est nul, ça peut juste nous faire passer pour un bouffon. Ce que je vous conseille, pour éviter de développer un rapport soit cynique, soit idéaliste à la rhétorique, c'est de tomber amoureux d'une cause, c'est de tomber amoureux d'une thématique. C'est comme ça qu'on développe un rapport adulte à la parole, parce que vous allez prendre la parole, non pas pour essayer d'avoir raison par tous les moyens, mais pour défendre ce que vous considérez comme juste et ce que vous considérez comme beau. Maintenant, c'est à vous de jouer, prenez bien soin de vous, et à demain.